Certaines histoires commencent par un murmure. La mienne a débuté avec une tempête sous mes côtes. Je me tenais dans le bureau du directeur, les paumes tremblantes, des larmes brûlant derrière mes paupières, tandis que 2 parents tirés à 4 épingles me regardaient comme si j'étais de la boue sous leurs chaussures de luxe. Ils n'essayaient même pas de cacher leur sourire narquois. Pour eux, je n'étais pas une mère épuisée défendant sa fille. J'étais une ratée, une femme seule qui aurait dû savoir qu'élever un enfant seul était une erreur. Une femme simple en talons et cardigan, une erreur de casting à leurs yeux. Ils n'avaient aucune idée, absolument aucune idée qu'avec un simple coup de téléphone, je pouvais invoquer quelqu'un qui pulvériserait leur certitude arrogante et leur ferait regretter chaque goutte de venin qu'ils venaient de déverser dans l'air. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez, que votre solitude était une cicatrice, votre maternité un défaut, cette histoire est votre armure. Parce que ce qui va suivre ne parle pas seulement de douleur, mais de pouvoir. Alors, touchez le bouton « like » de votre cœur. Car cette histoire prouve ce qu'est une vraie famille lorsque le monde se retourne contre vous. Et croyez-moi, quand le véritable amour et la vraie protection marchent main dans la main, aucun harceleur sur terre ne peut leur barrer la route. Je m'appelle Élise. J'ai 38 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie à construire des murs si hauts que l'amour ne pouvait les escalader et que la douleur ne pouvait les transpercer. Je pensais que c'était de la force. Maintenant, je vois que c'était de la peur déguisée en armure. Mon premier professeur a été mon propre père, Christophe. L'homme qui m'a montré avec quelle facilité l'amour pouvait disparaître. J'avais 13 ans quand j'ai trouvé ma mère, Clara, effondrée à la table de la cuisine, tremblante, tenant la preuve ouverte de sa liaison. Il ne nous avait pas seulement trahis. Il nous avait remplacés. Disparu sans prévenir dans une vie plus jeune et plus brillante. Laissant derrière lui une pile de factures impayées et une fille qui a appris sa première leçon cruelle très tôt. L'amour d'un homme a une date d'expiration. Maman s'est tuée au travail juste pour nous maintenir à flot. 3 boulots, des dîners modestes, des vêtements qui connaissaient déjà le nom d'un autre propriétaire. J'ai appris à ne pas espérer de sauveur. J'ai appris comment le silence peut ressembler à de la dignité quand il ne vous reste que votre fierté. 3 ans plus tard, elle s'est remariée. Il s'appelait Guillaume. J'avais 16 ans, furieuse et méfiante de chaque sourire qu'il nous adressait. Guillaume n'avait rien à voir avec mon père. Il était calme, stable, prospère. Il possédait la moitié de l'immobilier du centre-ville, ce qui me terrifiait. Le pouvoir, avais-je appris, venait toujours avec une contrepartie. Alors, je l'ai tenu à distance. Je ne l'ai jamais appelé papa. Je n'ai pas pris son argent. Je n'ai pas fait confiance à la gentillesse constante qu'il offrait. Quand il a proposé de payer mes études supérieures, j'ai choisi de m'endetter à la place, car je refusais qu'un autre homme pense posséder une partie de moi. Le jour de mes 18 ans, j'ai fait mes valises, ignoré son au revoir, et je suis parti pour de bon. Les années ont passé. J'ai servi dans des restaurants, préparé des cafés, enchaîné les doubles services tout en remboursant ce fichu prêt étudiant. C'est là que j'ai rencontré Michael, 25 ans, le genre rêveur, un graphiste qui attendait sa grande chance. J'avais 23 ans et j'étais épuisée. Il m'a remarqué. C'est tout ce qu'il a fallu. Après des années à essayer d'être incassable, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rire autour d'un expresso renversé et pendant de longs trajets en bus de nuit. Il me disait que j'étais belle même quand je sentais encore le marc de café. Il rendait la vie plus légère. 6 mois plus tard, nous vivions ensemble. 2 ans après, j'étais enceinte. Et pour la première fois, j'ai pensé que les miracles existaient peut-être encore pour les femmes comme moi. Au début, Michael était ravi. Il a acheté des livres sur les bébés. Il parlait d'appartements avec une chambre pour le futur enfant. Mais l'espoir peut être un menteur. À mesure que mon ventre s'arrondissait, son intérêt s'estompait. Ses soirées dehors s'allongeaient, ses textos se raccourcissaient. Les excuses s'empilaient comme du linge sale. Au 7e mois, j'ai trouvé les messages. Des SMS de flirt qui m'ont glacé le sang. Quand je l'ai confronté, il ne s'est même pas excusé. Il a dit que j'avais changé. Que la grossesse m'avait rendue ennuyeuse. Qu'il avait besoin d'espace.
Il est parti avec une valise à moitié vide et un sentiment de pitié pour lui-même bien rempli. 6 semaines plus tard, Manon est venue au monde. Il n'était pas là. N'a jamais appelé, jamais envoyé un centime. C'était comme si nous avions été effacés, supprimés entièrement de sa vie. C'était la leçon numéro 2. Tous les hommes finissent par partir. La question n'est pas de savoir si, mais quand. J'ai gardé cette vérité enfermée au plus profond de moi pendant des années. Guillaume a continué d'essayer de percer les murs que j'avais construits. Des appels pour mon anniversaire, des petits chèques, des messages via ma mère que j'ignorais. Je pensais que je gagnais en le tenant à l'écart. Je pensais que l'indépendance signifiait l'isolement. Puis est arrivé le jour où le monde a décidé de tester tout ce en quoi je croyais. Ma fille, Manon, 10 ans, timide, artiste, un rayon de soleil plein de curiosité, a commencé à rentrer de l'école avec les joues striées de larmes. Au début, c'était des chuchotements, des ricanements, le genre de cruauté silencieuse que les enfants apprennent en observant les adultes. Mais bientôt, c'est devenu plus sombre. Amandine Dubois, une camarade de classe dont les parents pensaient que leur argent équivalait à leur moralité, a transformé le tourment en un jeu. Pendant des semaines, elle a poursuivi ma fille avec des mots aussi tranchants que des couteaux. Tu n'as pas de papa parce que ta maman est une mauvaise femme. C'est pour ça qu'il est parti. Personne ne veut de toi. Manon a essayé d'ignorer. A essayé d'être courageuse, mais même les cœurs les plus solides ont des limites. Quand Amandine a détruit le projet d'art plastique de ma fille, une sculpture de papillon sur laquelle Manon avait passé des semaines, en ricanant, les filles sans père ne méritent de rien gagner, quelque chose s'est brisé en ma fille. Elle a poussé Amandine violemment. Amandine est tombée, s'est éraflé le genou et est rentrée chez elle en pleurant. Et c'est tout ce qu'il a fallu. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Mademoiselle Élise. La voix de Monsieur Martin, le directeur, était sèche. Nous devons nous parler immédiatement d'un incident impliquant votre fille. Quand je suis arrivée, l'air dans son bureau était si épais qu'on aurait pu s'étouffer. Il y avait Monsieur Martin, l'air profondément mal à l'aise derrière son bureau, et à côté de lui étaient assis Arnaud et Anne-Sophie Dubois, habillés comme s'ils allaient au tribunal, pas pour discuter d'une dispute d'écolière. Arnaud a croisé une jambe sur l'autre, le genre d'homme qui se présente comme avocat avant même de dire bonjour. Le parfum d'Anne-Sophie était si fort qu'il empestait la pièce. Elle a souri, d'un air sec et froid. Mademoiselle Élise, merci d'être venue, a commencé Monsieur Martin. Nous, avons un sujet sérieux à aborder. J'ai commencé calmement. J'ai tout expliqué. Les semaines de moquerie, les bleus à l'âme, les SMS que Manon m'avait envoyés en me suppliant de ne pas retourner à l'école. J'ai brandi mon téléphone pour leur montrer les preuves. C'est alors que la voix d'Anne-Sophie a tranché la mienne comme une lame. Assez, dit-elle sèchement. Votre fille a attaqué la mienne. L'a poussée par terre. C'est de la violence. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Elle se défendait après des mois de... Anne-Sophie s'est penchée en avant, les yeux brillants. Les enfants sans cadre ont des problèmes de comportement, mademoiselle Élise. C'est triste, vraiment. Pas de figure paternelle, juste vous, clairement dépassée. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour élever des enfants seuls. Ces mots ont frappé plus fort que des poings. J'ai senti mon estomac se tordre, mon pouls rugir dans mes oreilles. Arnaud a fait glisser une feuille soigneusement tapée sur le bureau. Nous sommes prêts à éviter d'en faire une affaire de police si vous signez ceci, a-t-il dit d'une voix suave. J'ai baissé les yeux. Ce n'était pas seulement des excuses. C'était une confession, une déclaration admettant mon échec en tant que mère, que mon foyer instable était la cause de l'agressivité de Manon, que j'acceptais l'entière responsabilité d'une mauvaise éducation. Vous voulez que je dise que je suis une mauvaise mère, ai-je chuchoté, entendant à peine ma propre voix. Anne-Sophie a penché la tête avec une fausse sympathie. Nous aimerions que vous preniez vos responsabilités, a-t-elle dit. Peut-être envisager des cours de soutien à la parentalité ou un programme avec un référent masculin. Chaque enfant a besoin d'un homme dans son entourage. C'est juste biologique. Même le directeur semblait mal à l'aise. Mais il s'est raclé la gorge et a dit, Mademoiselle Élise,
tant que vous n'aurez pas signé et montré des remords, Manon restera exclue temporairement. Nous ne pouvons pas autoriser des élèves violents à revenir sans conséquence. Je suis restée assise là, figée, humiliée, anéantie. Il ne punissait pas seulement Manon. Il me punissait pour chaque choix que j'avais fait dans ma vie. Pour être tombée enceinte, pour avoir été abandonnée, pour avoir survécu seule. Il disait que la cruauté que j'avais endurée était de ma faute. Et maintenant, ma fille en payait le prix. J'ai quitté ce bureau dans un état second. Je n'ai rien signé. Je suis juste sortie, je suis montée dans ma voiture et je suis restée sur le parking, tremblante. Quand je suis rentrée à la maison, Manon attendait. Son visage était bouffi par les larmes. Elle m'a regardée avec ses grands yeux blessés et a posé la question qui m'a détruite. Maman, pourquoi mon papa ne me protège pas? Je suis exclue? C'est parce qu'Amandine a raison? Parce que tu es une mauvaise femme? Ce fut le moment décisif. Le moment où tous les murs que j'avais construits se sont effondrés. J'ai réalisé que j'étais en train de laisser tomber ma fille. Pas parce que j'étais seule. Pas parce que j'étais inadéquate. Mais parce que j'étais trop fière, trop effrayée, trop abîmée pour demander de l'aide au seul homme qui me l'offrait depuis 20 ans. Manon avait besoin d'un protecteur. Elle avait besoin de la preuve que les mots d'Amandine étaient des mensonges. Elle avait besoin qu'un homme se lève et lui montre que la loyauté, la protection et l'amour existaient encore. Je suis allée dans la cuisine, les mains tremblantes, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à un nom que je n'avais pas appelé depuis 2 décennies, Guillaume, mon beau-père. J'ai appuyé sur appeler avant de pouvoir me raisonner. Il a répondu à la 2e sonnerie. Élise. Sa voix était plus âgée, mais toujours posée, calme, comme s'il avait attendu cet appel toute ma vie. Je n'ai pas pu parler au début. Ma gorge s'est nouée, mais ensuite tout est sorti d'un coup. Le harcèlement, l'exclusion, la lettre, la façon dont il m'avait humiliée publiquement, me qualifiant d'inadéquate. Une mauvaise femme qui méritait d'être abandonnée. Il y a eu un long silence. Puis la voix de Guillaume est revenue, mais elle n'était plus chaleureuse. C'était de la glace, une fureur pure et maîtrisée. Élise, écoute-moi attentivement, a-t-il dit. Tu es ma fille. Manon est ma petite fille. Ces gens ont fait une erreur de jugement colossale. Tu ne l'as pas laissé tomber. Ce sont eux qui vous ont laissé tomber toutes les deux. Guillaume, ne signe rien. Ne parle à personne. Je m'en occupe. Je ne veux pas de ton argent. Il ne s'agit pas d'argent, a-t-il interrompu, sa voix s'adoucissant légèrement. Il s'agit de la famille, et tu fais partie de ma famille depuis le jour où j'ai épousé ta mère. Je suis désolée de t'avoir laissé me repousser si longtemps. Mais je ne te laisserai pas affronter ça seule. Plus maintenant. Il m'a dit de le retrouver à l'école le lendemain matin, 9 heures précises. Il serait là. J'ai raccroché, fixant le téléphone, terrifiée et pleine d'espoir à la fois. Qu'est-ce que je venais de faire? Allait-il vraiment venir? Ou serait-ce une déception de plus, un homme de plus qui promettait et échouait? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée, ressassant chaque instant, chaque mot cruel, chaque regard de supériorité arrogante sur les visages des Dubois. Mais à 8h55, alors que je me tenais devant le bureau du directeur Martin, j'ai vu une berline noire élégante s'arrêter, la portière s'ouvrir, et Guillaume en sortir. Il avait l'apparence exacte de ce qu'il était, un homme de pouvoir, riche, et avec une tolérance zéro pour l'injustice. Il s'est approché de moi, a posé une main ferme et rassurante sur mon épaule, et m'a fait un seul signe de tête. Pour la première fois en 20 ans, je ne me sentais pas seule. Nous sommes entrés dans ce bureau ensemble. Les Dubois étaient déjà là, l'air suffisant. Le directeur Martin était assis derrière son bureau, clairement prêt à conclure cette affaire rapidement et à me forcer à signer. Mais alors Guillaume a parlé. « Bonjour, monsieur Martin. » Le directeur a levé les yeux et son visage est devenu blême. Il a reconnu Guillaume instantanément. Tout le monde dans cette ville savait qui était Guillaume. Il finançait la moitié des programmes de l'académie. Il siégeait au comité consultatif du rectorat. Il était intouchable.
Monsieur Guillaume, balbutia Martin en se levant. Je ne savais pas que vous étiez. Je suis le beau-père d'Élise, dit calmement Guillaume en s'asseyant en face des Dubois. Et le grand-père de Manon. Je crois comprendre qu'il y a eu une certaine confusion sur la question de la responsabilité ici. Anne-Sophie Dubois, toujours arrogante, a esquissé un sourire crispé. Nous demandons simplement des excuses pour le comportement violent de Manon, monsieur. Vous comprenez sûrement le besoin de discipline. Guillaume la regarda avec ce genre de calme qui précède la dévastation. Madame Dubois, laissez-moi clarifier quelque chose. Votre fille a passé des semaines à tourmenter psychologiquement ma petite fille, en utilisant des insultes profondément personnelles et cruelles sur sa famille. Lorsque votre fille a détruit la propriété de Manon et s'est moquée d'elle parce qu'elle n'avait pas de père, Manon s'est défendue. Ce n'est pas de la violence. C'est de l'autopréservation. Arnaud Dubois s'est penché en avant. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Guillaume, Manon a poussé notre fille et votre fille. Guillaume l'a interrompu, sa voix d'acier. Point a harcelé la mienne à plusieurs reprises, vicieusement, et vous deux avez été complices, répandant des rumeurs malveillantes sur le caractère de ma fille, la qualifiant d'inadéquate, de mauvaise femme. Ça, monsieur Dubois, c'est de la diffamation, et je ne le tolère pas. Le silence s'est abattu sur la pièce. Guillaume s'est tourné vers le directeur Martin. Voici ce qui va se passer. Vous allez réintégrer Manon immédiatement avec des excuses officielles de l'école. Les Dubois présenteront des excuses écrites à Élise et à Manon, et leur fille devra suivre un programme d'intervention contre le harcèlement. Si l'un de ces points est refusé, je porterai cette affaire devant le rectorat, les médias locaux et mes avocats personnels. C'est votre choix. Le directeur Martin avait l'air sur le point de s'évanouir. Monsieur Guillaume, je suis sûr que nous pouvons résoudre ça. Alors résolvez-le maintenant. Les visages des Dubois sont passés de la suffisance à la panique. Arnaud a essayé de fanfaronner, mais Guillaume l'a réduit au silence d'un seul regard. 20 minutes plus tard, je suis sorti de ce bureau avec une lettre d'excuse officielle, la réintégration de Manon et la certitude que les Dubois avaient été complètement anéantis. Guillaume n'a pas jubilé. Il a juste serré mon épaule et a dit « Tu es une mère formidable, Élise. Ne laisse personne te dire le contraire. » En marchant sous le soleil ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Protégé, estimé, aimé. Guillaume n'a pas seulement gagné une bataille. Il m'a rendu ma dignité. Il a prouvé que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est savoir qui est là pour vous quand le monde essaie de vous briser. Manon a retrouvé sa vie et j'ai retrouvé mon père. Si vous pensez que Guillaume est la définition même d'un vrai père, explosez ce bouton j'aime. Si cette histoire vous a donné des frissons, laissez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait et abonnez-vous, car chaque semaine nous vous apportons des histoires où la justice n'est pas seulement rendue, elle est appliquée avec précision. On se retrouve dans la prochaine. An additional 20 gold. Sign me up. And death. Ooh. I don't think I've seen you before. That's exciting.
Oh, I should have used that. No. Ass. Gold. Uh, nice. Yeah, buff yourself up. You're gonna need it, champ.